Le pays en sécurité, Madame Bako. On a déjà la bénédiction. Je demande devant Dieu de vous accorder longue vie. Sachez que tout le monde est avec vous. Allez, bien, allez, voilà le je crois. Parmi les beaux, allez, non. Merci. Merci beaucoup. On demande à asseyez-vous s'il vous plaît. Les chasseurs d'image, merci. Merci à mes candidates. Merci à notre championne. Merci à l'élu de Dieu. Merci à Simon de Aïdé et pour sa maman. Merci. Elle est parmi nous. On acclame. On acclame. Merci maman. Merci parmi nous. Tu es l'élu de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et parmi nous depuis très bon matin. Merci d'être présent parmi nous. Merci, on va demander aux autres de s'asseoir. On va demander aux uns aux autres de s'asseoir. Les chasseurs d'image et des rester sur le côté. Merci à vous, aux artistes s'il vous plaît. Aux artistes, ça va, merci. Voilà, nous allons demander et nous allons commencer la chose sérieuse. Nos parents sont là depuis ce matin. Donc on a pris plein le temps. Nous allons maintenant passer à l'étape de l'animation qui va se faire par le chef des chefs de Gagnoa, M. Bogadago Sibori, le chef des chefs. Ah pardonnez d'abord, excusez-moi. Moi c'est ce que j'ai reçu comme information d'abord. Voilà, donc excusez-moi, donc ça va se faire par l'animation par le chef de terre de Galayo. Voilà. Excusez-moi aujourd'hui, c'est Maïlé Opéry. Opéry Séraphin. Merci beaucoup. Merci, merci.
ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀nà náà àṣà ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀yà ìjà. Ilẹ̀ kúkì dàrẹ́ làgọ̀ ọ̀rà lọ́gọ̀ ọ̀rà tótó. Làgọ̀ ọ̀rà ìyẹ́pẹ̀ ẹ̀yẹ́pẹ̀ ọ̀nà àgbẹ̀wẹ̀rẹ̀ sẹ́ tótó rẹ̀ nọ̀nà akẹ́pẹ́ wẹ̀n akẹ́pẹ́ sọ̀rọ̀ nàgbà ọ̀rà ìyàwó ìpẹ́ ìlànà. Àmì tó ọ̀yà dùtẹ̀ ìwà àgbàrá yé tù ẹ̀wà ìdàlà gánwá. La ayi tu ayi wala ganwa ẹ a bẹ to a tọ a bẹ lẹ nyɔri bẹ yà a tọm dumuni kọ bẹ yà ní alakọ bẹ nu ọsọ ayi nyɛ bẹ nyɔ wala alakọ ọtọm ẹsẹ yìí si lórí nyɔ yi tẹ bá yẹ di yà nu ọlẹ yi tẹ náà gàmẹ mọ gàmẹ ayẹ mọ mi yà. Ọyẹrẹ du ọdún wúyà yìí so ó di wọ́yọ́ inú wa ní ọ̀pẹ̀ gánà ló bìí ká ọ̀pẹ̀ gbọ́dọ̀ ọ̀pẹ̀ wúyà yìí so ó di ọ̀nù ẹsẹ̀ ọ̀nà gbé ẹ̀ka yọ kú ọ̀pọ̀ bìíní ọ̀pọ̀ wúyà sọ ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀ma sọ ẹ̀kẹ́ tó sẹ̀ náà púpọ̀ ẹ̀kẹ́ yìí ó. Cérémonie. Merci beaucoup. Nous venons de finir l'étape de la libération des terres. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape rapidement. Et c'est lui que j'avais annoncé en première. C'est lui que j'avais annoncé en premier, je pense que ça va se faire maintenant, c'est le chef des chefs, voilà, qui va maintenant intervenir, le chef des chefs, M. Boga Dagor Sivori, qui va intervenir maintenant. Voilà, donc on va prêter oreille s'il vous plaît. Merci. Dans la première dame, bonne arrivée, cher moment de frère. Nous sommes chefs de village. Et nous sommes donc en politique. Cependant, nous sommes des citoyens à part entière qui avons droit à voter. C'est comme cela que cette rencontre se justifie, puisque vous êtes en quête de voix pour l'élection présidentielle de 2025, d'octobre 2025. Mais en ce qui nous recevons tous les hommes politiques qui le demandent. Tous les candidats qui le demandent, nous les recevons. Vous avez donc demandé à nous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes là. Nous avons passé le message. Les chefs du département sont là. Les chefs de communauté sont là. Les chefs de quartier sont là. Les présidentes des organisations féminines sont là, avec à leur tête la fédération des organisations féminines. Tout le monde est donc là, et nous sommes donc à votre écoute. Je voudrais donc vous laisser la parole. Merci. Ah oui, les jeunes sont là également. Les jeunes sont là également. Ah. Les chefs d'Isia sont pas là, les chefs de Guy-Benoît sont pas là, parce qu'ils nous attendent là-bas. Ils nous ont dit donc on ne viendra pas parce que nous l'attendons ici, nous allons le rencontrer. Sinon, on les avait appelés parce qu'elles sont sous notre gouvernance. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, je pense que c'est bien entendu. On est pris par le temps. Nous allons maintenant écouter la personne pour laquelle nous sommes ici depuis le matin. Notre élu, notre championne, notre candidate, notre candidate, notre candidate, notre candidate, notre candidate.
Monsieur le chef. On ne voit pas la table. Il faut qu'on voit la table. Mais c'est que il faut les chefs avoir la première table. Messieurs les chefs du village, les chefs de communauté, messieurs et mesdames, les responsables d'associations, vous tous qui avez fait le déplacement, je vous dis d'abord bonjour et tout de suite après le bonjour, je vous présente mes excuses pour arriver juste maintenant alors que vous attendiez ici pour certains même depuis 9h du matin. Merci beaucoup pour votre patience. Merci également pour l'amitié et la chaleur que vous pouvez manifester chaque fois que je viens ici à Kaniwa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis arrivé ici d'Abidjan pour discuter avec vous d'une question qui est normale, mais qui est une question qui est sérieuse. C'est une question qui est normale parce que tous les 5 ans, dans notre pays, c'est ce que notre loi dit, c'est ce que notre constitution dit, tous les 5 ans, on doit renouveler la tête du pays. J'expliquais en 2000 que en Côte d'Ivoire, nous sommes une soixantaine d'ethnies. Quand on prend ethnie par ethnie, chaque ethnie a sa coutume. Et chaque ethnie, dans sa coutume, a sa façon de choisir celui qui va diriger la communauté. Chez les maris des bêtés ici, le chef du village, tel qu'il est désigné, c'est différent de la manière dont le chef est désigné chez les Aboués ou chez les Baoulés ou chez les Malinqués. Et donc, quand on vit ensemble, et qu'on veut que dans le pays il y ait l'entente, il y ait la discipline, on a décidé d'une façon pour désigner celui qui doit être à la tête de toute la population. Il faut qu'il soit ivoirien. Si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas diriger ce pays. C'est vraiment le premier critère. Il faut que tu sois ivoirien. Deuxième critère, il faut que tu aies dépassé 35 ans. Si tu as 20 ans, même si tu es intelligent, expert intelligent, tu ne peux pas diriger le pays. Il y a comme ça donc un certain nombre de critères. Je ne vais pas me mettre à tout vous énumérer tous les critères. Mais avec tous ces critères-là, il faut que chaque 5 ans, celui qui veut être candidat, celui qui fait diriger le pays, il faut qu'il vienne se soumettre à la population. Et il y a un structure qui fait ce travail-là et qui a décidé que sur les 60 candidats qui s'étaient présentés, il y a seulement 5 qui pouvaient être retenus qui ont été retenus. Ça a créé un problème dans le pays. Ce problème-là continue encore d'exister aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on parle un peu de ça. Je vais donner mon point de vue sur ça. Et puis après, je vais vous dire que je suis venu présenter ma candidature. Et puis troisièmement, je vais vous dire aussi pourquoi je pense que, comment je pense que, avec qui je pense que ce pays-là, on peut continuer de le développer de la bonne manière pour le bonheur des Ivoiriens et même tous ensemble. Première chose donc, on s'en va aux élections et sur les 60 candidats,
et ont présenté donc leur dossier. Il y a seulement 5 qui ont été retenus. Les 5 qui ont été retenus, il y a le président Alassane Ouattara qui a été retenu, moi-même qui a été retenu, M. Gomelo qui a été retenu, Madame Lagou qui a été retenue et M. Dion qui a été retenu. Assez les 5. Ça a choqué certains. Que M. Laurent Gbagbo, qui est votre fils, qui est votre frère, qui est le père de certains parmi vous, qui n'a pas été retenu. Ça a choqué les Ivoiriens que M. Thiam, qui est le président du PDCI, n'ait pas été retenu. Ça a mené des problèmes dans le pays et ces problèmes-là continuent encore. Et je vous ai dit, c'est le premier problème que je vais vous donner mon point de vue sur la question. Vous me connaissez, hein? Moi, ce que je pense, c'est ce que je dis. Mais quand je le dis parce que je souhaite que ce soit quelque chose qui apporte du bien à la population. Le président Gbagbo n'a pas été retenu comme candidat. Et je pense que c'est une grande méchanceté, un grand tort. Pourquoi je dis ça? Le président Gbagbo, quand il était président de la République, avant les élections donc, de 2010, il y a eu la guerre dans ce pays. Mais ce n'est pas Gbagbo qui a amené la guerre. C'est d'autres qui l'ont attaqué et qui ont fait la guerre à Gbagbo Laurent dans ce pays. Et quand il y a eu la guerre dans ce pays, ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale a pris position contre le président Gbagbo. Vous me suivez bien, ils ont pris position contre le président Gbagbo. Au point que la BCEAO, qui est une structure qui gère l'argent de tous les États africains de notre sous-région, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Mauritanie, etc. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a la plus grosse portion d'argent dans cette BCEAO. Mais dans cette BCEAO-là, à la tête de ceux qui dirigent la BCEAO, il y a également les Français qui interviennent dans la direction de la BCEAO. Donc, eux, pour mettre le président Gbagbo à genoux, pour qu'il perde son pouvoir, ils ont fermé la BCEAO et l'argent que normalement tous les mois, en tant que chef d'État, il commande l'argent arrive, et c'est avec ça qu'il fait le travail du pays, c'est avec ça qu'il paye les salaires, c'est avec ça qu'il paye les dettes, c'est avec ça qu'il paye le fonctionnement de l'État, etc. Ils ont fermé la BCEAO. Donc pour lui, il a demandé à ses soldats d'aller prendre l'argent qu'ils ont bloqué à la BCEAO d'Abidjan pour qu'ils puissent travailler. Ils sont allés, ils ont pris l'argent pour qu'ils puissent travailler. Gbagbo Laurent, c'est pas un voleur. Donc il a pris l'argent. Avec cet argent-là, il a payé les salaires de tous les fonctionnaires. Tout le temps que Gbagbo est resté au pouvoir, il n'y a pas un mois où les salaires des fonctionnaires n'ont pas été payés. On a connu dans notre pays là des moments où les fonctionnaires n'étaient pas payés.
Ça, c'était avant que Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Et donc, il a pris l'argent là, et puis il a payé les fonctionnaires. C'est pour ça que quand ils l'ont arrêté et qu'il était à La Haye, et qu'ils ont vu que le procès à La Haye là allait donner raison à Gbagbo Laurent, ils se sont dépêchés à Abidjan ici de faire encore un procès à Gbagbo Laurent pour cette histoire d'argent de la BCEAO, et ils l'ont condamné à 20 ans. Condamné à 20 ans, ils ont ajouté dessus qu'il n'a plus le droit de ses droits civiques, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être candidat, il ne peut plus être électeur, il ne peut plus non plus être éligible. Pendant, je ne sais pas combien d'années, 10 ans, 20 ans aussi. Pour moi, c'était 10 ans. Pour lui, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est ça la condamnation du Gbagbo Laurent. Donc, à la CPI, il a gagné son procès. Mais ici, ils l'ont condamné à 20 ans, plus suppression de ses droits civiques. Quand un citoyen est dans une telle situation, la seule façon de régler le problème, c'est que le président de la République prenne une loi qu'on appelle la loi d'amnistie. Tant que la loi d'amnistie n'a pas été votée par l'Assemblée nationale, celui qui est condamné là, il est condamné. Il a raison, il est condamné. Il a tort, il est condamné. Et la condamnation là, ça marche. Jusqu'à ce que une loi d'amnistie soit votée. Ou bien, si ce n'est pas la loi d'amnistie, s'il a fini de faire ses 20 ans, alors il est libéré. À cause de cette condamnation-là, en 2020, il n'a pas pu être candidat. Vous vous souvenez qu'en 2020, il a déposé son dossier et son dossier a été rejeté. Il n'a pas pu être candidat. En 2025, c'était forcé. Son dossier allait être rejeté. Il le sait. Tous les Ivoiriens le savent. Et depuis que je suis sorti moi-même de prison, j'ai parlé pour que le gouvernement là, convoque ce qu'on appelle le dialogue national pour qu'on parle et qu'on puisse obtenir une loi d'amnistie qui lave un peu, comment on appelle ça, laver le nettoie, le lave, le purifie pour qu'il puisse devenir un citoyen normal. Le gouvernement n'a pas accepté. En cause de cela, on a créé même un rassemblement de tous les partis politiques dans l'opposition qu'on a appelé la CAP Côte d'Ivoire pour encore insister pour obtenir ça. Pour obtenir ça et puis obtenir d'autres choses, hein, parce que la façon dont les élections même sont organisées dans notre pays là, ça demande beaucoup d'amélioration qu'il faut faire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. De sorte que la seule solution qui reste aujourd'hui, c'est qu'on aille aux élections. Mais vraiment, tous les Ivoiriens groupés en grand nombre pour enlever ce monsieur-là du pouvoir. Moi, c'est ça qui est ma solution. Et donc, lorsque j'ai déposé ma candidature et que la candidature a été acceptée, je me suis dit, au moins il y a une candidature qui est acceptée. On va se grouper derrière cette candidature-là pour aller de l'avant. Et c'est le contraire que je regarde, que j'assiste, que je vois. Je pense que la solution de certains qui consiste à mobiliser des gens pour aller
faire des manifestations. Il y en a même qui m'ont dit qu'il faut retirer ta candidature. Si tu retires pas ta candidature, c'est comme si tu accompagnes le président Alassane Ouattara. Mais si je retire ma candidature, c'est que je vous même grandement la porte pour Alassane Ouattara gagne les élections. S'il n'a plus d'adversaire devant lui, c'est que maintenant même on lui a assuré d'avoir la victoire directement. Ça ne peut pas être ça la bonne solution. Et donc c'est ce problème-là, c'est ma version, c'est ma vision, et je voulais vous le soumettre. Parce que nous estimons qu'en Côte d'Ivoire, il est possible de changer les choses, de passer à une autre étape. Mais pour changer les choses et pour passer à une autre étape, il faut que nous tous, nous serrons le coude pour ensemble renverser le régime actuel. Et le renverser par la voie des urnes. Parce que mon souhait, c'est que cette fois-ci, pour ces élections-là, on n'est plus la violence que nous avons connue en 2020. La violence que nous avons connue, on a eu plus de 80 morts en Côte d'Ivoire. Rien que pour les élections. Je souhaite, et c'est possible, je suis persuadé que c'est possible de renverser ce régime d'Alassane Ouattara à la condition qu'on sorte voter. Il y en a qui disent qu'il est tellement fort, il a tellement déjà bouclé tout que ça ne sert à rien de sortir voter. Mais si tu ne sors pas voter, tu lui donnes encore plus de chances de conserver son pouvoir et de continuer pendant 20 ans encore, pendant 30 ans encore, à nous gouverner. Alors qu'il suffit de se lever pour sortir voter. Parce que le vote là, c'est le nombre de voix qu'on compte. Si on compte le nombre de voix, et que dans les bureaux de vote là, il y a des gens qui sont dans les bureaux de vote et qui contrôlent effectivement pour savoir que les voix là ne sont pas détournées, ne sont pas changées, etc. On a des chances de gagner. Voilà la raison pour laquelle je suis venu plaider auprès de vous. Pour que le jour du vote, là, que vous sortiez voter. Que vous ne vous laissez pas gagner par le découragement. Que vous sortiez voter. Les gens qui veulent que M. Alassane gagne là, c'est eux qui diffusent des choses pour décourager les Ivoiriens pour qu'ils ne sortent pas voter. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire sur ce premier point. On pourra discuter, chef, on vous donnera la parole pour que vous donniez votre avis là-dessus. Mais c'est vraiment, je souhaitais parler de cette façon-là. Et donner mon point de vue sur cette question. Ceci dit, on a un pays qu'on doit développer. On a un pays qu'on doit faire avancer. On a un pays qu'on doit faire évoluer. Mon point de vue, c'est que quand le président Houphouët dirigeait ce pays, il a dit, et il a organisé toute sa politique par rapport à cette idée-là. Il a dit, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est ce qu'il a dit. Donc, il a fait en sorte que ce pays-là soit un pays agricole et d'une agriculture même diversifiée. Parce que nous avons reçu des Blancs, lorsque les Blancs ont colonisé notre pays, c'est que pour les Blancs là, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui doit produire du café et du cacao. Et c'est ce qu'ils nous ont appelé à produire, le café et le cacao. Et quand on produit du café, quand on produit du cacao, quand on récolte, ils viennent, ils achètent la récolte là, brute, et puis ils s'en vont, ils transforment
et puis ils reviennent nous vendre ce qu'on doit consommer. Au point que nos parents eux-mêmes, souvent, ils cultivent le café, ils cultivent le cacao, mais ils ne savent même pas le café là, le cacao qu'on vient de racheter là. Ça va servir à quoi? Ça va faire quoi? Et ils voient le chocolat revenir, ils voient le café revenir, et on vous vend maintenant le Nescafé, le Nescao, voilà ce qu'on consomme. Alors que, avec le cacao là, il y a beaucoup de choses que les blancs font. Parce qu'ils ont des usines. Ils prennent les produits bruts, ils s'en vont chez eux, et puis ils les transforment. Ils font du café moulu, ils font du café lyophilisé, ils font du chocolat, ils reviennent nous vendre ça. 10 fois plus cher que ce que nous ont acheté. Le président Oufouette, à son époque, a décidé de sortir de l'économie du café et du cacao là pour planter d'autres choses. Donc il a ajouté les bannières à huile, il a ajouté les cocos, il a ajouté l'ananas, il a ajouté les véas, et puis il a ajouté l'anacarde. Tous ces produits-là, c'est qui mange ça ici? Je reprends. Hein. Palmier à huile, coco, anacarde, café, cacao, ananas, EVA. C'est qui mange ça dans sa sauce tous les jours. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces productions-là étaient faites toujours pour les étrangers. C'est les étrangers qui vont acheter notre ananas. C'est les étrangers qui vont acheter notre EVA. C'est les étrangers qui vont acheter notre palmier à huile. C'est les étrangers qui vont acheter notre coco. C'est les étrangers qui vont acheter notre anacarde, etc., etc., etc. Aujourd'hui, cette politique-là a atteint sa limite. Parce que nous produisons, mais nous ne contrôlons rien dans le prix du produit. Nous produisons, mais lorsque nous voulons faire un peu de pression avec notre produit, nous n'avons même pas le moyen de stocker notre produit là pour que ça ne se gâte pas. On n'a pas les moyens. Nous produisons, mais aujourd'hui, le temps est arrivé de transformer nous-mêmes nos produits. Le président français, il produit le raisin, il cultive le raisin. Mais quand il a fini de cultiver son raisin là, il ne vend pas le raisin à quelqu'un d'autre pour faire le vin. Lui-même qui a récolté son raisin là, c'est lui-même qui fabrique son vin et c'est le vin qu'il vend aux étrangers. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est le vin là qu'il a transformé, qu'il vend à l'étranger. Nous produisons le cacao. Avec le cacao, on peut faire le beurre de cacao. Ici, là, il y a quel paysan ici, là, qui produit lui-même dans sa ferme, dans son campement, le beurre de cacao. Alors que produire le beurre de cacao, là, c'est très simple. C'est très simple. Mais on ne nous a pas orienté vers cette politique-là. On a des paysans qui produisent l'anacarde. Il y en a beaucoup au nord, et même dans le centre-ouest, vers Taloa, Boisflé, tout ça. Il y a des plantations d'anacarde. Avec l'anacarde, on peut faire du lait de si bonne qualité, sinon même de meilleure qualité que le lait de vache que nous achetons ici, que les blancs viennent nous vendre ici. Puisque nous, on n'a même pas de vache pour produire du lait. On va acheter du lait là, chez les dans les boîtes, etc., pour consommer. Mais avec l'anacarde, on fait du lait.
avec l'anacarde là, on fait de l'électricité. Mais la pomme d'anacarde, même que les gens jettent dans les champs, vous connaissez l'anacarde, non? Quand on produit l'anacarde, quand on raconte là, il y a sa pomme, il y a le petit bout là, où il y a la menthe là. C'est ça qu'on casse et c'est ça qu'on va vendre. Le fruit là, on jette. Nous les Noirs là, on est très forts pour jeter les choses que Dieu nous a données là. Mais avec le jus qu'il y a dans la pomme, dans la carte, on peut faire de l'électricité. On peut faire même du jus pour boire. On peut faire du vinaigre. Mais nous, on est forts. On jette. Et Dieu nous regarde de là-haut et dit c'est noir là, ils n'ont pas encore compris. Ils gaspillent la marchandise. Avec le cacao là, ça vous le savez, je ne vous apprends rien. Quand au moment où vous avez cassé la cabosse, et puis vous avez enlevé ce qu'il y a à l'intérieur là, vous jetez ça sur la clé pour que ça sèche, mais il y a le jus. Vous faites quoi avec? Hein? On jette. On va appeler la Côte d'Ivoire le pays des jeteurs. Avec cette sève-là du cacao, on fait du très bon jus. On fait du vin. On fait du vinaigre. Alors on jette. Vous voyez? Quand on a cassé le cacao, on a enlevé la fève là qu'on va prendre là. Il y a un truc à l'intérieur tout blanc comme ça. Ça aussi, on jette. Ou bien, on jette, non? Or, avec ça, on peut faire du thé, on peut faire des médicaments. Mais nous, on jette. Même la cabosse, quand on a cassé là, quand on a enlevé, n'est-ce pas, la graine là-dedans, la cabosse là, on jette. Avec la cabosse là, on peut faire du savon. On peut faire aussi du charbon. On peut faire de l'engrais. Notre pays là, avec tout ce qu'on jette comme cabosse là, on devait être un pays producteur d'engrais dans le monde entier, peut-être même premier producteur d'engrais. Mais nous, on jette. Mais vous savez pourquoi tout ça? Parce que on a hérité ça de la politique des colons et qu'on n'a pas changé. Le colon là, lui, il avait l'intention de nous utiliser comme ces hommes de main pour produire son café, son cacao. Lui, il vient, il prend et puis il s'en va. Il y avait même un texte qui interdisait aux Africains sur leur sol là de créer des usines. C'était interdit. Aujourd'hui, je pense que l'État est venu de transformer nos mentalités, de transformer nos connaissances, de transformer notre politique pour que dans notre pays là, nous ayons des usines partout. Des usines de tout. Si tu fais du beurre de cacao, tu dois avoir une usine pour créer le beurre de cacao. Si tu veux faire de la poudre de cacao, tu dois avoir une usine pour produire la poudre de cacao. Donc quand tu es planteur,
il ne faut pas te contenter d'être planteur. Il faut être planteur et il faut être transformateur. Si tu estimes que, bon, tout ça, on a vieilli, on n'a plus de temps, on n'a pas la connaissance, mais tu as ton fils qui est à l'école. Et qui est sorti de l'école et qui est au chômage chez toi. Que tu élèves sa femme, tu élèves son enfant. Et puis tu lui dis, il ne faut pas venir au champ parce qu'au champ, il y a trop de pauvreté. Mais c'est au champ, il y a la richesse. C'est au champ qu'il y a la richesse. Les femmes qui produisent le riz. Est-ce que vous imaginez que dans notre pays là, malgré vous, malgré tout ce que vos femmes produisent, on est obligé d'importer du riz depuis l'Inde, depuis le Japon, pour venir nourrir notre pays. Nous là, on peut aussi produire du riz jusqu'à exporter même le riz à l'étranger, à d'autres personnes, dans d'autres peuples, dans d'autres régions. Donc, notre économie, là, on doit transformer et donner une aussi grande place à la culture du vivrier qu'à la culture des produits de rente. Aujourd'hui, là, c'est qui qu'on cite comme grand producteur de tomates. C'est qui qu'on cite de la même manière que, à l'époque, vous avez vu, il y a eu la Coupe nationale du progrès, et on citait celui-là, grand producteur de cacao, il a un tel nombre d'hectares de cacao. Est-ce qu'on a cité un jour un homme ou une femme grande productrice de piment? Grande productrice de nom. Grande productrice. Même, je me suis promené dans les villages de Gagnoa et puis dans les villages de Guibérois pour leur dire que ici, là, vous avez un poulet local traditionnel. Et pourtant, quand on veut manger le poulet qu'on appelle poulet bicyclette, là, on est obligé d'aller au Burkina Faso qu'on a acheté. Pourquoi on ne fait pas l'élevage du poulet ici? On a le riz. Quand on a fini de cultiver le riz, on a le son de riz, qui est ce que les poulets peuvent manger. On peut planter le maïs, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Il faut que ça devienne un des points de notre politique. Ici, on a d'autres ressources. On a le pétrole. Sur notre terre, on a du pétrole. Dans notre mer, on a du pétrole. Pourquoi nous-mêmes, à partir de ce pétrole-là, on ne produit pas l'essence, le gasoil, le super? Pourquoi on n'utilise pas ça pour produire nous-mêmes le goudron, l'électricité en pagaille? On a de l'or chez nous. Notre pays, là, Dieu nous a tellement bénis. On a de l'or chez nous. Même dans vos plantations, quand on regarde, quand ils vont découvrir qu'il y a de l'or, ils vont venir, ils vont vous chasser. Puis ils vont vous arracher la terre. Et puis ils vont. C'est déjà à Haïtien, c'est déjà le cas. À Saïwa, c'est déjà le cas. J'espère que vous aussi, Dieu vous a béni à être de l'or sous la terre. Ils sont déjà là. Quelqu'un qui a de l'or et puis qui est pauvre, est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai dit que la politique que moi je vous propose de faire, c'est une politique qui va transformer d'abord nos mentalités. Parce que très souvent, nous, on est tellement ignorants qu'on ne sait même pas que ça là, ça existe. On ne sait pas que ça là, on peut faire ça comme ça. Donc, transformer nous-mêmes nos mentalités, transformer l'école. De manière à ce que l'enfant à l'école, ce qu'il apprend, ça lui permet d'agir sur sa vie. Je vous donne un exemple. On a une école à Abidjan là-bas qu'on appelle le lycée hôtelier.
lycées dans lesquels tout ce qui concerne l'hôtellerie, donc la cuisine, etc., c'est enseigné. Mais dans ces lycées hôteliers-là, on n'enseigne pas aux jeunes à préparer la sauce graine. Est-ce que vous voyez? On ne leur enseigne pas à préparer les ongles saccades. On ne leur enseigne pas à préparer les cieux encore. Jamais, on ne leur enseigne pas. Le logo soukoué. On ne leur enseigne pas. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Est-ce que vous voyez? Alors qu'on va leur enseigner à faire côtelette de mouton, pommes de terre sautées, saumon à la crème, sauce meunière. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Pour que ce que l'école nous permet d'avoir comme connaissance, on puisse l'utiliser pour transformer ce que nous avons chez nous. Et qu'on puisse consommer ce que nous produisons chez nous. Maintenant, quand on a fini de consommer comme les rassasiés, c'est le reste qu'on va faire. Et non pas aller acheter ailleurs pour venir nous-mêmes manger et puis nous retrouver dans la fête le jour où il n'y a pas d'argent, on est serré. Alors que la terre, là, en Côte d'Ivoire, ça permet de produire. Donc, la transformation. Et donc la transformation, ça nous amène à transformer même l'école. Pour que dans notre école, on va au CP1 jusqu'en 6e, de la 6e jusqu'à la terminale. On est encore dans l'éducation générale, de sorte que l'enfant qui sort là, après le bac, il ne sait pas construire une maison. Il ne sait pas entretenir une route. Il ne sait pas travailler même dans une plantation, même quand son père est planteur. Il ne sait même pas apprécier même ce qu'on lui a donné là, dans la vie là, il n'apprécie pas. Il ne sait pas utiliser même les feuilles que Dieu a mis à sa disposition pour se soigner. Alors que nos parents connaissent plein de remèdes au village avec les plantes. Donc il faut transformer complètement le contenu de l'école. Pour que l'enfant qui sort de l'école, quand il sort de l'école, il sort un citoyen qui est bien implanté dans sa nation, dans son peuple. Nous avons souhaité également qu'avec l'école, là, on fasse ce qu'on appelle le service civique. À dire que vos enfants sont à l'école, mais à un moment donné, on va les prendre pour aller entretenir les routes du quartier, pour aller construire l'école dans tel village qui manque d'école ou qui manque de centre de santé, etc., etc. Ils vont aider à bâtir. En tout cas, chez moi, traditionnellement, c'était à ça que les jeunes servaient. Avant qu'il ne devienne un adulte qui peut se marier, là, il a montré qu'il est capable de gérer sa société et de résoudre les problèmes qui existent dans sa société, petits problèmes ou grands problèmes, il a les moyens de les résoudre. C'est l'école qui doit permettre ça. Notre société est complètement gâtée aujourd'hui. Donc on a souhaité qu'il y ait également ce qu'on appelle le service civique pour reprendre les gens, pour qu'on les oriente vers l'amour même de leur patrie, de leur nation, et qu'on fasse également l'éducation de la valeur pour avoir moins de voleurs, moins de menteurs, moins de tricheurs, moins de corrompus, moins de corrupteurs, etc. À partir de l'école. À partir de l'école. Et en intervenant également avec la formation à la maison. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a dans le programme. Mais je voulais vous donner une idée de ce que je pense qu'on peut faire dans ce pays-là pour rendre notre pays vraiment indépendant et que les populations-là ivoiriennes soient ceux-là même qui sont au cœur de leur développement
de leur économie et qui maîtrisent leur économie et qui maîtrisent leur développement eux-mêmes. Que ce ne soit pas les autres qui viennent faire ça à notre place, mais que ce soit nous-mêmes qui tenions en main notre économie. Même si elle est petite, si c'est un artisanat qu'on a créé, si c'est une petite entreprise qu'on a créée, si c'est un petit commerce qu'on a créé, mais si vous avez une cinquantaine, une centaine de petits commerces dans chaque village où les choses sont entre les mains de vos enfants eux-mêmes, de vos femmes elles-mêmes, et non pas entre les mains des gens qui viennent de l'extérieur, vous voyez que le pays va devenir un pays plus fortifié. Plus fortifié. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous pour obtenir la réconciliation dans notre pays. Il y a eu la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont encore fâchés à cause de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont encore meurtris à cause de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs champs, qui ont perdu leurs maisons pendant la crise. Et ils voient les gens qui leur ont arraché leurs champs, qui leur ont arraché leurs maisons, qui sont là, qui se promènent. Ce sont des choses qu'il faudra régler. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme information. Et c'est pour ça que j'ai dit ça vaut la peine. Il ne faut pas aller s'asseoir pour bouder, pour pleurer sur soi-même. Ça vaut la peine. Il faut sortir. Si on sort nombreux pour voter, on va renverser la situation. Les gens qui croient qu'ils ont tout gagné là, ils vont se rendre compte qu'il y a un Dieu dans le ciel qui n'aime pas l'injustice. Il y a le Dieu qui n'aime pas l'injustice là. Il n'aime pas non plus les hommes et les femmes qui sont paresseux. Il faut se lever. Il faut aller voter. Et à ce moment-là, Dieu va donner la bénédiction. Voilà. Je pense que, merci beaucoup, l'acclamation n'est pas à la hauteur de son intervention. On va l'acclamer. Voilà, c'est le élu, c'est la candidate et c'est la championne. Merci Mono, merci Présidente, merci pour ton intervention qui nous est réellement destinée. Je pense que c'est bien entendu. Voilà, le message est passé aux chefs couronnés qui sont là et aussi aux responsables d'associations. Madame, merci. Je pense que nous allons mettre fin à cette rencontre où les notables étaient invités. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir patienté. Voilà, je pense que nous allons lever la séance ainsi. Pas du tout. C'est très bien, il était tellement fatigué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dans le débat.